Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Imo Stories, le podcast qui vous plonge dans les coulisses de l'entrepreneuriat dans l'immobilier. Je m'appelle Thomas Reynaud, je suis cofondateur et CEO de GuarantMe et j'ai un objectif simple, vous faire découvrir le parcours de celles et ceux qui font l'immobilier et qui innovent dans ce secteur qui nous passionne tous. On a lancé Imo Stories en partenariat avec l'ESPI, c'est l'école supérieure immobilière. Elle forme les jeunes talents de demain qui veulent se lancer dans l'immobilier et mon objectif est donc de les inspirer pour créer des vocations. Aujourd'hui, j'ai un invité de renom, Philippe de la Chevannerie. Il est cofondateur, CEO de Papernest. On va découvrir son parcours, les challenges qu'il a relevés. Bonjour Philippe. Bonjour Thomas. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui nous écoutent ? Très rapidement, je suis Philippe, président de Papernest, que j'ai cofondé avec Benoît Fabre. Et voilà, dans une lointaine vie, j'ai été consultant en stratégie avant, mais voilà, on s'est lancé en 2015. Donc depuis, on fait croître, on dirige la boîte en France, en Espagne et en Italie. Ok, super intéressant. On va revenir sur Papernest tout au long du podcast. L'objectif, c'est aussi de découvrir ton parcours, de comprendre comment tu t'es lancé dans l'immobilier et de voir quel type de carrière on peut avoir. Qu'est-ce qui fait qu'en 2015, l'idée de Papernest survient ? Peut-être raconte-nous aussi la rencontre avec ton associé. Yes, alors ça s'est passé assez simplement. Moi, en gros, j'ai toujours voulu devenir entrepreneur. Donc, j'avais essayé de créer une boîte à ma sortie d'école, mais finalement, je ne l'avais pas fait parce qu'il y avait 3 concurrents qui s'étaient lancés. Donc, je suis rentré un peu par défaut chez McKinsey. Et que j'ai adoré cela étant, mais je cherchais toujours des idées de boîte et donc je me rappelle un samedi la nuit je réfléchissais et je me suis dit voilà, j'avais eu une terrible expérience lorsque j'avais pris mon premier logement. Je me suis fait couper l'électricité, j'avais failli me faire mettre dehors par le bailleur parce que j'avais pas pris d'assurance habitation et j'avais énormément lutté. lutté sur les démarches administratives, j'ai l'impression. Alors exactement, moi je suis un peu un phobique administratif de base, je déteste faire ça, je trouve que c'est une perte de temps monumentale. Et à l'époque, en plus, je faisais de la fusion-acquisition chez Goldman Sachs. Et donc, c'était ultra intense. C'est-à-dire que je commençais à 9h, 10h et je terminais entre 3h du matin, les meilleurs jours, 6h du matin quand c'était un petit peu solide. Et le week-end aussi, les mêmes horaires. Donc, c'était vraiment j'avais le temps pour rien. Donc, j'avais pas le temps de souscrire. Je me suis fait couper l'électricité. Mon bailleur m'a dit produisez-moi l'assurance. J'avais pas pu le faire. Donc, j'ai failli me faire jeter parce que j'arrivais pas à la souscrire. Et donc, je me suis rappelé de ça et je me suis dit il faut forcément qu'il y ait une autre manière de faire parce que c'est ultra pénible pour en fait des millions de personnes qui déménagent chaque année. Et c'est un peu comme ça que l'idée est venue. Et tu nous as parlé aussi d'une première boîte que tu n'as pas fait vivre. C'était aussi dans l'immobilier ? Alors non, pas du tout. Donc j'avais fait un master à HEC et là, dans ce cadre-là, on avait un certificat qui consistait à lancer une idée de boîte. Okay. Donc on s'était réunis à plusieurs et voilà, on avait découvert une boîte dont le job c'était de remplacer les parkings à l'aéroport. C'est que les gens déposaient la voiture à l'aéroport et au lieu de payer un parking, il a prêté gratuitement à la start-up qui l'a loué pendant que les gens faisaient leur voyage et la rendait, nettoyée, etc. Donc, j'ai trouvé l'idée assez sympa. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui s'est lancé à Beauvais, quelqu'un qui s'est lancé à Charles de Gaulle et quelqu'un qui s'est lancé à Orly. Donc, j'avais un potentiel cofondateur allemand, mais donc il aurait fallu que j'aille en Allemagne. Je ne parlais pas allemand. Donc, j'ai beaucoup réfléchi et puis je me suis dit que je n'allais pas y aller finalement. Et voilà, donc je suis allé chez McKinsey en attendant. Mais là, voilà, j'avais vraiment envie de créer une boîte, donc je continuais à chercher ardemment et j'ai fini par trouver. Ok, on va revenir sur Papernest, mais avant, donc, tu fais du consulting en fait, en sortant d'école après tes études. Ça t'a apporté quoi pour lancer une boîte ? Alors, le consulting, ce qui est vraiment top, c'est qu'on apprend beaucoup. C'est-à-dire que j'ai vu vraiment plein de domaines différents. Je travaillais dans des usines de vaccins, je travaillais pour des assurances, j'ai aussi travaillé sur le secteur de l'énergie, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire. Enfin, on voit plein de choses différentes, plein de fonctions différentes, de la finance, de la stratégie, de l'opérationnel, etc., dans plein de pays différents. Et les gens sont assez intéressants. Enfin, voilà, on apprend vraiment, c'est assez intense. Et voilà, donc j'ai fait ça m'a beaucoup appris. Après, je pense que ça m'a aussi apporté un petit peu un tampon. C'est-à-dire que quand j'ai lancé la boîte, je pense que ça a rassuré certaines personnes. Ok, pour les recruter, il a fait McKinsey, ça pouvait rassurer, etc. Après, ça m'a pas forcément beaucoup appris d'un point de vue très opérationnel, au sens où quand il faut recruter une personne, quand il faut faire l'administratif d'une boîte, quand il faut avoir les premiers clients, lancer un site web, rien de tout ce que j'avais appris avant ou faire du marketing ne m'a été utile, mais ça m'a au moins appris un peu le mindset un peu get it done. Enfin voilà, on te donne un problème, tu connais rien, tu dois le résoudre. Ça m'a bien aidé. Et après un peu un tampon pour les investisseurs et les employés qui était utile. Voilà. J'ai appris plein de choses, pas forcément ultra utiles pour l'entrepreneuriat en elle-même, mais ça m'a quand même été une très belle expérience. Et la première expérience chez Goldman Sachs, c'est à peu près le même type d'apprentissage ou d'autres choses encore ? Oui, alors là, ce que j'ai appris, c'est à travailler dur. Et quand je dis travailler dur, c'était vraiment
ultra hardcore. J'ai rarement fait ça de ma vie. Enfin, c'était du 9h, 4h du matin en moyenne, entre 3 et 6h en fait. 3h pour moi, je prenais mon après-midi et 6h du matin, ça picotait un peu. Pareil le week-end. Voilà, donc là j'ai vraiment appris à faire de la finance, à travailler comme une brute, mais vraiment comme une brute. Enfin, j'ai jamais travaillé autant de ma vie. À la fin de ce stage que j'avais fait, j'ai fait un voyage et quand je suis revenu, je suis revenu chez moi à 17h. Je me suis dit tiens, je vais faire une sieste. Je me suis réveillé le lendemain à 21h, donc j'ai dormi plus de 27 heures de suite. Voilà, mais donc là, ça m'a appris la rigueur, la capacité à travailler énormément et puis aussi être un peu un Excel wizard de ce point de vue-là. Que donc limite entreprendre, c'était être en vacances quoi, quasiment. Bah effectivement, j'ai jamais aussi peu travaillé. Enfin moi je fais 9h, 21h tous les jours, quelque chose comme ça, mais pour moi c'est un peu des vacances effectivement par rapport au conseil et au M&A. Voilà, mais je pense que c'est quand même important si on veut aller vite de beaucoup bosser. Voilà, je bosse pas autant que je le faisais en conseil ou en M&A, mais je bosse beaucoup quand même. Donc tu te lances en 2015, peut-être tu peux nous expliquer comment tu rencontres ton associé ? Oui, alors on était potes de prépa. On s'est rencontrés donc en 2007 en prépa, puis on s'était gardé de vue. Je savais que lui avait aussi une volonté, il avait déjà fait une petite start-up qui n'avait pas forcément marché, mais il avait la volonté de réentreprendre. Donc j'ai croisé une soirée, donc là je lui ai parlé je lui ai un peu pitché mon projet, donc ça c'était fin 2014. Et tout de suite il a dit bah ouais c'est hyper intéressant, donc le lendemain on s'est rencontrés pour un café. C'était déjà assez concret ton projet oui, par rapport à ce que vous faites aujourd'hui ? J'avais pas mal avancé. Alors ouais, exactement. Enfin, à l'époque, j'avais pas mal avancé. J'avais déjà trouvé quelques partenaires potentiels. J'avais pas encore quitté mon taf. Mais voilà, j'avais déjà des lettres d'engagement de Bouygues, Direct Assurance et Direct Énergie à l'époque qui étaient OK pour faire un partenariat avec nous. Donc j'avais déjà pas mal avancé le projet. J'avais fait quelques slides, un business plan. J'avais commencé à parler à des partenaires. Et voilà, donc ça l'a aussi un peu attiré le fait que le truc était un peu construit et qu'on n'allait pas errer pendant des mois et des mois sur une solution. Quand tu lui pitches le Pepernest à l'époque, c'était quoi le pitch du coup ? Le pitch il était très simple et c'est un peu le même aujourd'hui, c'est qu'on voulait vraiment construire une plateforme unique sur laquelle centraliser, souscrire, résilier et manager tous les contrats du logement. L'électricité, le gaz, l'assurance, la box, la redirection de courrier, un petit peu voilà. Et même aujourd'hui, ta salle de sport, ton Spotify. Donc le but, c'est un peu de créer un espace client universel où en un clic les gens peuvent souscrire, résilier, transférer. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on fait. Et on était très axé déménagement, parce que on est un peu parti de cette expérience-là, qui était un super moment, parce que quand les gens déménagent, ils ont plein de contrats à faire. Donc il y a une acquisition, un coût d'acquisition, mais plein de contrats à la clé. Et donc on était parti là-dessus. Donc voilà, donc ça je l'ai pitché en soirée. Il a accroché directement au pitch. Ouais, franchement, ça s'est fait très simplement. Le lendemain, on s'est rencontrés pour prendre un café au Café de l'Odéon, très exactement. Et c'était hyper fluide. Et donc, on s'est dit, OK, on commence à travailler dessus. Et donc, tous les week-ends, on commençait à bosser dessus. On était tous les deux consultants. Donc on s'était imposé un rythme assez intense en dehors des heures de travail. Et donc, on bossait le soir dessus, on bossait le week-end dessus. Et donc, en février 2015, on a démissionné ensemble et on s'est lancé. Quoi. Avant de démissionner, c'est quoi pourquoi tu démissionnes pas plus tôt ? Pourquoi tu démissionnes pas plus tard ? Vous vouliez atteindre une certaine étape pour prendre votre décision ? On voulait avoir une lettre d'intention de chacun des partenaires. Je crois qu'à l'époque, on avait Direct Assurance et Bouygues, mais pas encore Direct Énergie, ou l'inverse, je ne sais plus très bien. Et on voulait aussi tester le produit, c'est-à-dire qu'on a parlé à pas mal de gens, et une personne qui était un des anciens profs, je crois, qui m'a dit c'est très bien vos slides et tout, mais vous n'avez rien testé, allez parler aux clients. Et donc on a mis mon appartement en location sur le Bon Coin, même si je ne comptais pas forcément déménager immédiatement, pour justement pitcher le service à des gens qui allaient bientôt emménager. Et on s'est aperçu à ce moment-là que les gens étaient fans. Et c'est là où on s'est dit, OK, on y va, on est all-in, on abandonne tout et on se lance dessus. Quoi. OK, il vous fallait un peu le concret quoi, avant de démissionner. Ouais. On voulait vraiment surtout vérifier qu'il y avait une appétence côté client. Parce que, après, on s'est rendu compte que, même s'il y avait une appétence côté client, quand on les pitchait en physique, ça a été beaucoup plus compliqué que ça de le faire à l'échelle et d'un point de vue aussi digital. Mais on voulait au moins s'assurer que les gens avaient une volonté et que le service servait à quelque chose. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de startups qui se lancent et ils se lancent, le truc ne marche pas parce qu'en fait, ça ne répond à aucun besoin. Donc, nous, on voulait vraiment éviter cet écueil-là. Quoi. Donc, vous vous lancez tous les deux en 2015. Tu découvres en fait le secteur de l'immobilier. Qu'est-ce que tu en as pensé au début ? Alors, j'avais une petite expérience, comme tout le monde, j'avais une micro-expérience du secteur de l'immobilier quand j'avais justement été étudiant et j'avais cherché mon premier logement. Alors, je sais que d'habitude, l'expérience est plutôt mauvaise et tout le monde a une image un peu négative des agents immobiliers. Moi, ma première expérience a vraiment été top. Je cherchais en plus un logement pour 6 mois, donc c'était très compliqué. Mais l'agent m'a aidé, il m'a trouvé un bailleur conciliant, etc. Donc, voilà, j'ai eu une super expérience de l'immobilier. Ensuite, quand on a commencé à lancer la boîte,
on a quand même vu des partenaires d'immobilier qui étaient plutôt très ouverts. Dans les faits, on voulait faire des partenariats très vite avec eux parce qu'on estimait qu'ils étaient extrêmement naturels. Aujourd'hui, on a plus de 10 000 agences ou agents immobiliers qui travaillent avec nous. Mais pendant les 2 premières années, on a commencé à travailler avec des grands groupes, etc. Mais ça ne marchait pas du tout parce qu'en fait, on s'y prenait mal, etc. Mais globalement... Quel type de grand groupe ? Je crois qu'on avait fait un partenariat avec Se Loger au tout début, à vendre, à louer. Mais en fait, à l'époque, on ne savait pas bien comment marketer notre solution, comment parler aux utilisateurs. Et donc, on signait des contrats, on a signé plein. Et pendant 2 ans, on a signé beaucoup de contrats avec des gens dans le déménagement, des gens dans l'immobilier, etc. Mais ça ne donnait rien, en fait. Et en fait, la manière dont on a réussi à faire marcher, c'est que on est allé ensuite on a arrêté de faire des contrats avec des grands groupes où on s'est dit que ça allait être fantastique, qu'ils ont beaucoup de volume. Mais on est allé voir vraiment des agents immobiliers au coin de la rue et on a les interrogé, on a passé des heures et des heures avec eux et on a co-construit un produit avec eux qui correspondait exactement à ce qu'ils voulaient et qui était très simple, mais qui était un peu différent de ce qu'on imaginait dont ils avaient besoin. Et à partir de là, ça a commencé à vraiment marcher. Donc c'est un outil que vous donnez aux agences, c'est ça ? Exactement. Nous, en fait, on permet aux agents de pitcher de la solution Paperless, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des gens qui déménagent, donc on leur propose de proposer Paperless, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir proposer à la personne qui emménage une solution pour gratuitement souscrire les contrats d'électricité, de gaz, d'assurance, de box, etc. Et les agents reçoivent une commission aussi quand ils prennent un rendez-vous pour nous auprès d'un de leurs clients. Ils sont contents parce qu'en fait, ça leur permet de proposer un service gratuit au bon moment aux clients. Voilà. Donc, nous, ce qu'on a développé, c'est une plateforme assez simple où ils peuvent rentrer nom, prénom, email, numéro de téléphone et prendre un rendez-vous, ça qui est important. Et après, on a aussi mis en place énormément d'échanges de données avec leur CRM, leur logiciel, etc. Alors peut-être que tu nous expliques, ils prennent un rendez-vous avec qui ? Avec Direct Energy pour que le locataire puisse souscrire son contrat avec vous ? Alors non, exactement. Donc ils prennent un rendez-vous avec le client, c'est-à-dire qu'ils vont proposer la solution au client qui va emménager. Ils ont un client qui vient de signer le bail. Donc là, ils leur disent, écoutez, on a un partenaire qui peut s'occuper de souscrire tous les contrats pour vous gratuitement. Et donc on va s'occuper d'électricité, du gaz, d'assurance. En moyenne, ça prend 6 heures quand tu dois le faire toi-même, te renseigner sur les offres, souscrire, faire un petit peu le suivi au téléphone et puis reprogrammer les rendez-vous avec les différents conseillers, enfin les différents techniciens, soit Enedis, soit pour la box. Donc c'est hyper long. Là, ils proposent aux clients d'avoir une personne qui s'occupe de tout de manière 100% gratuite. Donc les clients sont massivement pour, plus des 2/3 acceptent quand c'est proposé. Donc là, l'agent ensuite va prendre un rendez-vous. Donc il prend un rendez-vous pour son client avec nous. Soit il peut aussi le faire en ligne ou le faire à sa place. Et parfois les clients le font tout seuls, mais souvent les clients sont rassurés par le côté téléphonique. Et donc, l'agent prend un rendez-vous, soit une visio, soit par téléphone. Nous, on le fait avec lui. Et ensuite, l'agent, il a un outil où il peut soit faire les démarches pour le client, soit donner des documents supplémentaires s'il en manque, avoir une vision sur le statut d'évolution des clients, être rémunéré. Donc, on a des rémunérations soit par facture, soit par chèque cadeau. Et après, on a construit des outils qui permettent aux agents, aux directeurs d'agence, au réseau d'avoir des visions un peu différentes. Il y a énormément de choses qui sont... Enfin, ça paraît simple, mais en fait, il y a beaucoup de complexité dans ces petites choses. Justement, pour que tu nous dises un peu l'ampleur de ce que vous avez construit, en quelques chiffres, Paperless, c'est combien de salariés, combien de contrats générés chaque année ? Alors, aujourd'hui, on a à peu près 1000 collaborateurs entre la France, l'Espagne, l'Italie. Donc ça, en interne. Après, on a aussi des collaborateurs en externe. Et en termes de chiffres, on va bientôt atteindre la barre des 2 millions de clients donc depuis la création de Papernest. Voilà, donc ça fait, on commence à avoir un petit volume. On connaît pas mal les Français, les Espagnols et les Italiens maintenant. Et donc plus de 2 millions de clients aujourd'hui. Et la France représente quelle part Aujourd'hui, je pense que la France va représenter les 2/3. Mais les autres pays croissent très vite, mais c'est juste que la France continue à croître aussi assez rapidement. Donc voilà, comme on a lancé les pays un peu plus tard, tout croît, mais la France continue à rester la majorité. Et alors, qu'est-ce qui fait en 2015 que vous commencez à rencontrer ce succès ? Il n'y avait pas de solution qui existait. Qu'est-ce que vous avez fait de différent en fait sur le marché ? Alors non, il n'y avait pas vraiment de solution qui existait. Je pense que 90% des gens faisaient tout eux-mêmes. Alors ils utilisaient des sites qui permettaient de faire soit l'énergie d'un côté, soit la box de l'autre, soit l'assurance de l'autre. Plutôt des logiques de comparaison. Donc, je pense que nous, ce qui a fait la clé de notre succès, c'est la proposition de valeur, c'est qu'on était vraiment là pour s'occuper de tout. Et donc ça, les gens apprécient parce qu'ils ont une seule interaction, c'est centralisé, ils peuvent faire tout le suivi au sein d'un seul et même espace client. Donc côté centralisation est très fort. Et après, il n'empêche que quand on s'est lancé, on a mis pendant 2-3 mois, on a fait 0 client. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de mal à bien se marketer. Donc on a tenté de faire plein de choses pour avoir des clients, donc soit des partenariats, soit des pubs sur Facebook, sur Google, etc. Des vidéos, enfin on a fait plein de choses. On a fait une quinzaine de tests différents qui ont tous lamentablement échoué. Aussi parce qu'on était nuls en marketing, on ne savait pas comment faire. Mais au bout d'un moment, on a réussi à trouver.
c'est vraiment ça fait partie de notre culture, c'est le lean au sens lean startup, c'est-à-dire qu'on teste énormément de choses très rapidement. On met pas forcément beaucoup de moyens dans les tests, mais on essaie de le faire très très vite, de parler aux clients. Et donc on a testé plein de trucs, et au bout d'un moment, il y a un truc qui a commencé à marcher. Donc là, on l'a scalé, comme on dit, violemment. Ça nous a permis de passer on était 2 fondateurs et 2 stagiaires à environ une quinzaine de personnes au courant de l'été 2015. Ensuite, on a trouvé un 2e relais de croissance, puis un 3e, etc. Et chaque année, en fait, on continue à ajouter une nouvelle relais de croissance. Et voilà, c'est pas juste nous les fondateurs qui disons on va faire ça. C'est pas une stratégie hyper claire. On dit cette année on fait tel canal et cette année on va faire tel autre canal. C'est plus que à chaque endroit de l'organisation, on encourage les gens à tester plein de trucs avec peu de moyens. C'est qu'ils vont faire, on fait beaucoup de no-code HPaperNest, mais on prend un Typeform, on prend un API, quelques Zapier et compagnie. On fait un mini produit et on le teste. La plupart du temps, ça échoue. Ça coûte pas cher, quoi. C'est un échec qui n'a pas coûté cher. Exactement, ça coûte pas cher, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà. Mais une fois sur 10, ça marche. Et là, par contre, ça change la dimension de la boîte. Et donc là, on met toutes les ressources de la boîte dessus et on itère. Il y a plein de monde qui essaye de distribuer son offre ou son produit via les agences immobilières. Il y a plein de monde qui rate. Ouais. C'est quoi, tu penses, les succès pour travailler avec une agence immobilière? Déjà, je pense qu'il faut... nous, l'avantage, c'est qu'on a un produit qui est même... Au-delà d'être gratuit pour le client de l'agence et d'être gratuit pour l'agence elle-même, c'est un produit qui leur rapporte de l'argent. Donc ça, c'est un changement, on va dire, qui est agréable pour eux parce que généralement, ils se font appeler de tous les côtés pour des solutions. D'habitude, il faut qu'ils payent. Alors là, il faut qu'ils gagnent. Et voilà. Donc là, ça leur rapporte de l'argent. Donc c'est un changement agréable. 2, les gens ont un peu cette image. Le métier d'agent immobilier, il est finalement pas si simple que ça. Et notamment, les gens qui visitent les appartements pour la location, ils voient juste un agent qui a fait une visite et qui ensuite leur fait signer un papier et qui leur demande 500 à 1000 euros. Donc c'est assez mal vu, alors qu'en fait l'agent derrière il a dû faire visiter à plein de gens, sélectionner plein de dossiers, obtenir le bail du propriétaire. Et en fait on leur permet aussi de proposer un service qui pour une fois ne sera pas de l'argent qu'ils vont prélever auprès des clients, mais un service qu'ils vont rendre, et donc ça leur permet aussi d'avoir une meilleure valeur ajoutée auprès de leurs clients. Et voilà. Et ensuite, les clients sont hyper contents. Aujourd'hui, on a un Net Promoter Score, donc qui est le pourcentage des gens qui, à la question est-ce que vous recommanderez ce service à vos amis, à votre famille, c'est le pourcentage des gens qui répondent entre 9 et 10, moins le pourcentage des gens qui répondent entre 0 et 6. Et donc, sur nos clients, on est à plus de 70 en moyenne. Sur les clients des agents immobiliers, on est à plus de 80. Et sur les agents immobiliers eux-mêmes, on est à plus de 80 aussi. Donc, c'est vraiment c'est au niveau de Netflix, de Google, les gens sont vraiment hyper contents, quoi. Ok, donc en fait, vous leur permettez de compléter leur offre, de justifier aussi en partie leurs honoraires qu'ils ont parfois du mal à justifier et de se rémunérer tout en améliorant leur image. Donc c'est génial. Ouais. Et surtout en améliorant la vie de leurs clients. Et voilà, l'avantage aussi, c'est que pour une location, par exemple, c'est obligatoire de prendre une assurance et c'est l'agent immobilier qui est obligé qui doit le vérifier. Souvent, les clients n'ont pas pris l'assurance en arrivant, donc ils ne peuvent pas leur remettre les clés. Voilà, grâce à ce service-là, au moins, ils n'ont plus des no-shows comme ça où ils doivent délayer la remise de clés parce que la personne n'a pas pris son assurance habitation. Ok, donc il y a aussi un enjeu opérationnel qui est hyper fort. Aujourd'hui, tu es CEO de la boîte. C'est quoi qui te motive dans ce secteur? C'est quoi qui t'intéresse? Moi, je pense que le premier truc qui me motive, c'est vraiment de faire gagner beaucoup de temps à beaucoup de gens. On a à peu près 2 millions de clients. En moyenne, on leur fait économiser 6 heures par déménagement, donc ça fait quasiment 12 millions d'heures. Donc pour une journée de 12 heures, ça fait 1 million de jours. Donc j'avais calculé récemment, là, avant de venir, ça fait quasiment 3000 ans économisés. Voilà, donc dit comme ça, je trouve que ça montre un peu l'impact. On fait économiser beaucoup de temps, qui est un temps qui est extrêmement pénible. On permet aux gens de retrouver le contrôle sur leur temps, mais aussi sur leurs abonnements. Donc ça, c'est le premier truc. Je suis vraiment fier de ça. On rend service à beaucoup de gens. Les gens, on a un super NPS, donc les gens sont contents. Et voilà, donc ça a toujours été notre ambition. On a toujours voulu faire quelque chose de gros. Le but, c'est pas de faire une boulangerie avec un super service, mais qu'on rend à peu de personnes. C'est vraiment de faire un super service, mais pour des dizaines de millions de personnes. Et c'est ça aujourd'hui qui me botte beaucoup. Le deuxième truc, c'est la croissance. C'est-à-dire que l'entreprise change de dimension chaque année. Là, cette année, on va faire plus de 70% de croissance par rapport à l'année dernière. C'est énorme dans le contexte actuel du marché de la location et de l'immobilier en général. Exactement. C'est vrai que le marché, potentiellement, n'est pas le meilleur actuellement. Mais voilà, malgré ça, on fait beaucoup de croissance. Donc, ça permet de lancer de nouveaux produits, des nouveaux produits qu'on va proposer à nos utilisateurs. Au début, on a fait l'électricité, puis ensuite le gaz, puis ensuite la box, puis ensuite les mobiles, puis ensuite l'assurance. Voilà, plus on est gros, plus on va pouvoir potentiellement faire d'autres types de produits qu'on va pouvoir leur proposer. 2, arriver à améliorer le service. Parce qu'en fait, on le voit, chaque année, le NPS augmente. Cette année, le NPS, on vient de dépasser il y a quelques mois la barre des 70 de NPS. L'année dernière, c'était plutôt 65. Il y a 4 ans, c'était plutôt 50. Quand on s'est lancé, c'était plutôt 15. Voilà, ça reste toujours
nettement au-dessus du marché, qui est plutôt à moins 12 sur les lecs, moins 7 sur la box et 1 sur l'assurance. Mais voilà, chaque année, on l'améliore parce qu'on devient plus gros, qu'on a des meilleurs process, qu'on peut plus investir dans la techno. Et voilà, et puis après, il y a plein de produits qu'on veut lancer. Aujourd'hui, on accompagne beaucoup les gens lorsqu'ils veulent déménager ou lorsqu'ils veulent optimiser tous leurs contrats en one-off. Mais on veut aussi les accompagner tout au long de leur vie. Et donc, on veut leur permettre, et c'est déjà le cas aujourd'hui, tu vois, de synchroniser leur compte bancaire avec Papernest, de pouvoir détecter les abonnements Gymlib, tous les abonnements récurrents qu'ils ont. On a lancé ça il y a quelques jours, donc ça marche assez bien. Et on va continuer à investir là-dessus. Ok, donc la partie du déménagement versus la partie de la location qui dure, c'est quoi dans votre activité? Alors, aujourd'hui, je pense qu'on est à 60% sur le déménagement, les gens qui nous contactent lors du déménagement. 40%, ça va être on a beaucoup de partenariats aussi avec des banques, mais surtout en fait voilà de l'acquisition où les gens veulent juste optimiser les contrats qu'ils font sur les différentes verticales pour l'adresse, donc l'énergie, la box, etc. Donc j'ai 60% d'aménagement, 40% plus du switching classique. Et la suite pour Peppernest, c'est quoi alors? Alors la suite, donc, il y a pas mal d'axes de progression différents. Aujourd'hui, on est présent en France, en Espagne, en Italie, mais à terme, on voudrait être au Royaume-Uni, en Allemagne et dans tous les autres pays européens, donc Belgique, Portugal, Pays-Bas, Irlande, voilà, il y a pas mal de choses. Voire ailleurs qu'en Europe, parce que aussi le marché est réplicable. Il y a des boîtes aux US qui font la même chose? Alors, elles font pas exactement pareil. Il y a des boîtes des boîtes relativement similaires. Une boîte qui s'appelle Updater, qui concrètement fait pas le partenariat avec les agences IMO, mais elle, ils se rémunèrent plutôt via le déménagement. C'est une grosse boîte de déménageurs dans les faits. Voilà, mais c'est un petit peu un business model un peu différent. Après, dans le monde, non, c'est pas extrêmement courant ce qu'on fait. On s'est un peu lancé comme ça, on n'avait pas trop d'exemples. Donc non, il n'y a pas des masses d'exemples. Après, il y a beaucoup de gros comparateurs de prix en Angleterre et en Allemagne, mais c'est un peu un segment qui est différent du nôtre. Donc c'est des marchés qui peuvent être pris aussi par la même stratégie, tu penses? Ouais, complètement. Alors après, quand on s'est lancé en Espagne, en Italie, on s'aperçoit qu'il faut quand même s'adapter à chaque marché. C'est-à-dire que c'est rare de pouvoir juste prendre le playbook et l'appliquer. Mais dans les faits, ça reste quand même assez similaire. Ne serait-ce que côté fournisseur, j'imagine, Elec, gaz, etc. Tout change en fonction des marchés. Ouais, exactement. Il faut re-signer les fournisseurs, il faut recréer des canaux d'acquisition, il faut recréer des opérations parce que parfois il y a besoin, en Espagne par exemple, il y a besoin de recueillir les papiers d'identité quand on fait une souscription, ce qui n'est pas le cas en France. En Italie, il faut utiliser un peu plus WhatsApp. Il y a pas mal de spécificités internationales. Mais donc, plus international. On a aujourd'hui on est dans 3 pays, mais il y a un énorme potentiel en Europe et ailleurs. 2, plus de produits. Aujourd'hui, on a lancé 3-4 produits, mais on va lancer beaucoup d'autres parce qu'en fait, on veut tous les contrats du logement à terme. Donc ça, c'est hyper important. 3, c'est hyper important aussi pour nous de passer on accompagne les gens lors du déménagement, mais en one-off, à un accompagnement long terme, donc leur permet vraiment de gérer tous leurs contrats. Et donc ça, on le fait notamment via la synchronisation bancaire, et ça commence à marcher. Voilà, donc ça fait quand même pas mal d'axes de progression différents. Et donc voilà, tout l'enjeu, c'est d'arriver on ne peut pas cramer le cash dans tous les sens, donc il faut être assez tactique, mais enchaîner les bons mouvements tactiques pour arriver justement à atteindre la stratégie finale qui est de créer un espace client unique, universel, européen, où tout le monde aura ça dans sa poche et en un clic pourra gérer tous ses contrats. Tu parles de cash. Pour arriver à monter à ce niveau de business, vous avez levé des fonds, j'imagine? Ouais. Alors oui, on a levé des fonds. Alors pas autant que, je pense peut-être que certaines startups que tu as reçues. Nous, on a essentiellement levé 7 millions d'euros en 2016, donc après avec Partech, Euraseo et Kima. Voilà, et donc ça nous a amené jusqu'à 2022. Ensuite, 2022, il y a eu la crise de l'énergie, on a fait un petit bridge. Voilà. Mais globalement, on a levé assez peu de fonds par rapport à pas mal de boîtes de la French Tech. Voilà, donc aujourd'hui, on est 1000. Donc on est vraiment, une des choses auxquelles on fait très attention, c'est un peu la frugalité, le fait d'arriver à être créatif, de faire beaucoup avec peu. Le chiffre d'affaires que vous avez atteint aujourd'hui? Alors, on ne communique pas sur le chiffre d'affaires. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, on est rentable. Si vous êtes 1000, on imagine un peu la taille que ça peut faire. Ouais. Voilà, et on est rentable aujourd'hui. On a toujours été rentable, si ce n'est les 2 dernières années à cause de la crise d'énergie. On est redevenu rentable. Voilà. Nous, on a toujours cru beaucoup au fait que c'est important d'avoir des bonnes unités économiques, d'avoir un business qui est sain et pas juste de se dire que ça viendra à l'échelle. Donc, Day One, on a toujours fait très attention à ça. Et c'est un peu une mentalité qu'on a. On essaye d'être inventif plutôt que de payer très cher des solutions très compliquées. Ok. Bon, tu sais qu'un des objectifs du podcast, c'est de susciter des vocations chez les jeunes qui veulent bosser dans l'immobilier. Du coup, j'aimerais bien qu'on parle un peu des gens qui bossent chez vous. En fait, c'est quoi les profils? J'imagine que sur 1000, il doit y en avoir des tonnes, mais
Ouais. Les types de profils qui rejoignent une boîte comme la vôtre, surtout au début, peut-être dans les 2-3 premières années. Oui. Alors, ça, effectivement, l'équipe, c'est un des trucs dont on est le plus fier, évidemment, hein, parce que, encore une fois, plus de 50% du succès d'une boîte, même largement plus, je pense, à la fin, c'est les gens qui sont recrutés, les gens qui participent au projet. Enfin, à la fin, une entreprise, c'est juste une équipe de personnes qui travaillent dans une direction donnée pour arriver à créer un produit. Donc, on peut avoir la meilleure idée du monde, on peut être très, très smart, mais si on n'a pas les bonnes personnes, on ne pourra jamais tout faire, et donc la boîte n'avancera pas. Donc, aujourd'hui, nous, on a toujours on recrute de manière assez diverse. Donc, on a des profils assez classiques que tu vois dans la French Tech qui sont les personnes sorties de grande école ou de cabinets de conseil. Et puis, comme mon associé et moi, on vient de ce milieu-là aussi, on a réussi à attirer pas mal de gens là-dedans. Après, on a aussi des gens qui viennent des opérations, tu vois, qui sont rentrés chez Peppernest sans forcément beaucoup de diplômes ou beaucoup d'expérience préalable, ou des stagiaires, tu vois, qui sont arrivés chez nous et qui aujourd'hui dirigent des business units de 100 personnes, 50 personnes. Donc, on croit beaucoup au fait d'avoir des gens qui sont intelligents, qui ont faim, qui sont prêts à se donner à fond. Ça ne nous empêche pas d'avoir aussi, tu vois, des gens très expérimentés. On recrute des gens de chez McKinsey, de chez Google, de chez Facebook, etc. Mais ce qui est très important, c'est qu'on ait des gens qui sont un peu des doueurs, tu vois, des gens qui mettent les mains dans le cambouis, qui n'aient pas peur de faire des tests, qui n'aient pas peur de se prendre 9 échecs avant d'avoir un succès, et puis qui est un petit peu faim, qui a envie d'y aller, quoi. Et qui ensuite, du coup, vont avoir une carrière en interne. Comment vous repérez à la base ces talents, quoi? C'est-à-dire que s'ils n'ont pas de CV, c'est quoi votre œil? Ouais, alors, nous, effectivement, on passe beaucoup de temps à recruter. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on demande, on essaie d'avoir une barre qui est très haute. Donc, inversement, on n'a pas du tout le système de quelques boîtes qui recrutent très rapidement, mais ensuite qui dégagent les gens en période d'essai. Nous, au contraire, on a très peu de pertes en période d'essai. Donc, on passe beaucoup de temps à recruter. Donc, on voit les gens, on essaie de déterminer de quoi on a besoin sur le poste. Donc, on le met à l'écrit. Et ensuite, on essaye pour chaque truc de se dire, OK, quelles sont les questions qui vont nous permettre de nous convaincre que la personne est bien. Donc, on essaie de se creuser un peu la tête pour savoir, OK, comment est-ce que je vais estimer qu'une personne est bonne en marketing digital. Je vais parler à des personnes, quelles sont les questions que je dois poser. Voilà. 2, on fait un test. Il y a un case study quasiment à chaque fois. Pratique, tu veux dire? Oui, un cas pratique, exactement. C'est qu'on leur donne une problématique très concrète et on leur dit comment vous allez la résoudre. Donc ça, on essaie de voir. Ça indique pas mal de choses. On voit comment les gens réfléchissent, aussi à quel point ils sont motivés. Parce qu'il y a certaines personnes qui font ça du bout des lèvres, d'autres personnes qui sont vraiment motivées, donc elles y vont à fond. Et donc là, on voit qu'ils arrivent à faire des choses bien. 3, moi, quelque chose auquel je porte beaucoup d'attention, c'est les prises de référence. C'est-à-dire que j'appelle systématiquement les anciens boss. Parce que l'entretien, c'est normal, l'employeur va essayer de se montrer sous son meilleur jour. Moi, j'essaie quand même d'être assez transparent sur ce qu'on attend des gens et qui on est pour qu'il n'y ait pas de déception après. Les salariés, forcément, veulent se faire embaucher, donc vont essayer de se rendre le plus vendable possible. L'avantage, c'est quand on parle à l'ancien boss, quand on le fait bien, quand on lui fait comprendre que c'est un poste important, on arrive à avoir une bien meilleure évaluation de la personne que ce que soi-même on peut arriver à avoir en entretien. Donc, même à chaque fois que je l'ai pas fait, je l'ai regretté. Quand on a recruté, ou parfois on sautait cette étape parce que la personne me disait qu'elle pouvait pas prévenir la boîte qu'elle allait partir, etc. Bon, en fait, à chaque fois, c'est une mauvaise idée de pas appeler. Oui, je suis un peu d'accord avec toi. Après, on appelle toujours avec l'accord des gens. Hein. Je ne vais pas appeler leur boss ex nihilo sans qu'ils le sachent, parce que parfois les gens n'ont pas dit à la boîte qu'ils sont en recherche de poste. Mais il y a toujours en fait un ancien stage, un ancien job. Voilà. Donc ça, c'est important de le faire. J'ai aussi eu des gens que j'ai embauchés alors que la prise de référence était assez mauvaise, mais mais bon, on pensait que la personne avait un biais contre cette personne-là, donc on l'a quand même embauché. Ça a été un super risque qu'on a pris, mais qui s'avérait payant. Donc c'est pas l'alpha et l'oméga, mais voilà, mais je trouve que c'est important. Et puis surtout quand on dit aux gens en entretien qu'on va le faire, les gens racontent un peu moins de conneries, je trouve, et sont un peu plus, sont un peu moins vendeurs et un peu plus dans le réel. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne pratique, quoi. Tu as commencé à nous parler un peu du type de parcours qu'ils peuvent avoir chez vous. Si tu peux nous donner un exemple de parcours type. Tu vois, j'ai quelqu'un qui est arrivé, notre premier développeur, Raphaël, par exemple, qui est aujourd'hui Head of Engineering, tu vois, donc qui dirige une BU d'environ, je pense, une trentaine de développeurs, qui est arrivé, tout droit sorti d'Epitech, si mes souvenirs sont bons, qui avait très peu d'expérience, mais on sentait qu'il avait envie, on sentait qu'il avait envie de progresser. On met beaucoup d'accent sur la capacité des gens à progresser, c'est-à-dire qu'on est capable de recruter des gens qui ne maîtrisent pas forcément le job dont on a besoin, mais par contre, on valide dans ce cas qu'ils ont une capacité d'apprentissage qui est forte. Et c'était son cas.
Donc aujourd'hui, il est arrivé en 2016 et donc il est toujours là. Jacques, qui est aussi un ami d'enfance, voilà, mais qui est arrivé aux opérations. Donc c'est lui qui faisait les contrats avec les clients au téléphone et le support au tout début de Pepperness. Il est arrivé en juin 2015, on s'est lancé en avril 2015, donc c'était assez rapide. Voilà, et donc aujourd'hui, il dirige les opérations françaises, donc il a environ 200 personnes, voilà, donc il est monté en gamme. Voilà, et puis après, j'ai plein d'exemples de stagiaires qui sont arrivés et qui ont fini par diriger des BU. Donc, on prend les gens. Une de nos valeurs, c'est l'apprentissage. 20%, je dirais, c'est l'apprentissage où on fait des cours en interne sur comment faire un bon Excel, comment faire du SQL, comment faire de la data analyse, comment négocier le prix d'un outil, comment recruter, un peu des hard et soft skills. Mais 80%... C'est des formations que vous donnez en interne. Ouais, exactement. On prend la meilleure personne qu'on estime dans la boîte sur ces sujets-là et la personne essaie de faire un cours très très concret, pas un cours type école de commerce où on apprend plein de concepts inutiles, mais voilà, très concret, comme on fait. Moi, je le faisais aussi avant. Voilà. Mais 80%, c'est plutôt ce que j'appelle le learning by doing. C'est on dit aux gens, vous savez pas faire ça, demain vous allez le faire. On les jette un peu dans le bain en essayant de les maintenir aussi bien que possible. Et on cherche des gens qui ont envie de ça, c'est-à-dire des gens qui ont envie de sortir de zone de confort. Parce que toi-même, tu dis que tout ce que tu avais appris en cabinet ou en banque avant, ça te servait en termes de soft skills, en termes de hard skills. T'as fait quoi? T'as appris sur le terrain, j'imagine ou... Oui, effectivement, quand on s'est lancé, moi par exemple, je vais faire le marketing. J'avais aucune idée de ce que c'était que le marketing. Donc voilà, j'ai regardé sur Internet, j'ai lu, on a testé, j'ai parlé à des gens. Voilà. Mais bon, ça se fait bien. Mais en fait, c'est en faisant qu'on apprend le plus vite. C'est un peu douloureux, mais ça. Donc c'est ça la culture que vous avez eue vous-même. Vous essayez de la répliquer exactement avec les équipes. Et les gens nous le disent, qu'ils apprennent beaucoup plus vite chez nous que ce qu'ils n'ont appris dans leur boîte précédente ou ce qu'ils ont appris dans les boîtes suivantes qu'ils ont testées. Donc, en tout cas, c'est un retour qu'on a de manière assez unanime. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez important. Ok, bon, c'est top ça, je trouve. Nous, on essaye de faire pareil dans la boîte, de prendre des gens plutôt jeunes, qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience et d'apprendre. C'est une des valeurs qu'on a fixées chez nous. Si on revient un peu à toi, est-ce que tu peux nous partager un souvenir du début qui t'a particulièrement marqué quand tu es arrivé dans l'immobilier? Quand je suis arrivé dans l'immobilier, j'ai fait pas mal de trucs. Quand on s'est lancé, par exemple, on avait essayé de faire des partenariats, alors, qui n'ont pas marché, mais avec des promoteurs immobiliers. C'est-à-dire qu'on était allé voir Bouygues, Nexity et compagnie. Et donc, ils nous autorisent. Enfin, nous, on voulait pitcher les gens qui allaient emménager dans les futurs immeubles. Et donc, ils construisaient des immeubles un peu aux alentours de Paris. Et donc, on allait pitcher là-dedans. Donc, c'était la post-première réunion de syndic. Donc, j'ai découvert ce que c'était qu'une réunion de syndic. Donc, j'ai découvert l'enfer sur Terre, parce que les premières réunions de syndic, c'est assez compliqué. Et donc, bref, il fallait aller à des endroits qui étaient extrêmement loin. Il n'y avait pas forcément de transport en commun. Parfois, je devais marcher 2 heures pour arriver après la dernière station de RERD, pour arriver à trouver le lieu. Et surtout, je devais rester jusqu'à 1h du matin pour pitcher ma solution à la fin de la réunion de syndic, qui était souvent assez houleuse. Donc, ça m'est arrivé plus d'une fois, en fait, de ne pas arriver à revenir. Quand plus personne n'a envie d'écouter quoi que ce soit. Donc ça n'a servi à rien. D'ailleurs, j'ai pas réussi à faire un seul client là-dessus. Les gens ont envie de se coucher. Voilà. Mais donc, moi, je pouvais pas rentrer. Donc, une fois, j'ai dû dormir sur un banc le temps de pouvoir prendre le RER suivant. Et une fois, c'est quelqu'un qui était très gentil, qui a pris sa voiture et qui m'a ramené au centre de Paris et qui a refait 1h30 de voiture dans l'autre sens. Voilà. Donc, on voit de tout. Voilà. Mais c'est ça mon premier souvenir. Et après, j'ai quand même pas le bon souvenir. Les personnes dans l'immobilier, c'est des gens qui viennent d'horizons assez différents. C'est un métier qui a l'air simple de l'extérieur, et donc il n'y a pas le gens qui rentrent comme ça, mais c'est un peu comme tout. C'est-à-dire que si on s'accroche pas, si on le fait pas bien, on sort assez rapidement. Donc voilà, c'est souvent des gens qui n'ont pas des parcours hyper classiques, potentiellement comme les nôtres, mais voilà, qui savent un peu comment ça marche, qui font du business un peu à l'ancienne et qui marchent bien. Et donc voilà, j'avais rencontré l'ancien dirigeant de Century 21, notamment, qui avait été assez inspirant, qui est décédé depuis. Laurent Vimon. Voilà, exactement. Voilà. Mais donc voilà, beaucoup de belles rencontres, je trouve, et d'apprentissage sur des modalités d'opérations assez différentes. Si on reste un peu sur les souvenirs, si tu dois refaire le parcours là, des 9 dernières années, du coup, maintenant, l'aventure Pepperness, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment de ce que tu as fait? Ouais. Alors, d'un côté, la chose facile à dire, c'est que, comme j'ai testé, je pense, une centaine, enfin même plus, on a dû faire 200 ou 300 tests de produits différents, de manières de parler aux clients différents, etc. Il n'y en a que 5 ou 6 qui ont marché à la fin. Donc, si je recréais la boîte en 2015, je pense qu'elle pourrait faire la taille qu'elle fait aujourd'hui en 4 ans maximum. Donc, voilà, c'est la manière simple de le faire. Je saurais exactement quoi faire, mais bon, en même temps, on ne peut pas vraiment...
savoir ce qui a marché en avance. Ensuite, qu'est-ce que je ferais différemment ? Je pense que j'accorderais encore plus d'importance au recrutement. On le fait déjà beaucoup chez Paper.Nest, mais au tout début, on a fait quelques heures de recrutement qui nous ont coûté un peu d'argent. C'est du temps, de l'émotion. Ouais, Plein de choses. Ouais. C'est l'émotion aussi, et parfois, voilà, savoir aussi ne pas tolérer des performances qui sont bonnes, mais avec des comportements qui ne le sont pas. Ça peut, ça peut aussi avoir des dégâts sur la boîte. Donc voilà, c'est quelque chose que je ne referai plus aujourd'hui. Voilà. Après, j'ai pas spécialement de regrets. Enfin, j'ai pas de problème à avoir des regrets, mais j'ai pas aujourd'hui de regrets spécifiques. Je pense que si j'avais pu voir la crise de l'énergie qui était très difficile pendant les 2 dernières années, j'aurais préparé la boîte un peu plus et on aurait essayé de développer des business un peu plus récurrents et diversifiés. Mais voilà, mais hormis ça, non, je referai pas forcément les choses de manière différente. Ouais, en même temps, c'est difficile quand tu surfes sur une vague qui est assez rémunératrice de voir la suite. En même temps, alors, gouverner, c'est prévoir, donc c'est ton rôle. Ouais. Ben, c'est vrai, mais alors dans les faits, on l'avait un peu vu venir. C'est-à-dire que fin 2021, on avait commencé à sentir commencé à voir que ça allait sentir un peu le roussi. Donc on avait commencé typiquement à essayer de se hedger avec des produits financiers auprès de banques, mais les banques n'avaient refusé de nous le faire parce qu'on n'était pas fournisseur d'énergie, donc on n'avait pas pu prendre de produits financiers pour se hedger. C'était bien dommage parce que ça nous aurait été bien utile si on avait réussi à le faire en 2022. Voilà. Mais après, effectivement, c'est compliqué quand tu surfes une vague de faire autre chose. Mais c'est quelque chose qu'on dit beaucoup dans l'équipe. C'est un peu, je pense, une startup, c'est une succession un peu de vagues en S. C'est-à-dire qu'un truc on fait plein de tests, ça fait très peu de croissance. Puis ensuite, ça commence à bien marcher. Et là, ça carbure énormément. Et après, ça se tasse un peu. Mais en fait, c'est au moment où ça carbure énormément qu'il faut lancer des nouvelles séries de tests pour être prêt à avoir un nouveau S qui va s'envoler au moment où le premier va se tasser. Donc ça, c'est hyper important. Et nous, on a cette mentalité où on teste plein de trucs. Et souvent, honnêtement, on a testé plein de choses. Et moi, la plupart des choses auxquelles on avait pensé, dont on avait pensé qu'elles marcheraient, n'ont pas marché. Et inversement. C'est-à-dire que moi, les agences immobilières, j'avais fait ma petite slide McKinsey au début, et comme j'avais vu que c'était un marché qui était extrêmement fragmenté, qu'on ne peut pas forcément rémunérer énormément les agences par rapport à ce qu'elles gagnaient, parce qu'elles se font 1 000 €, ils nous rémunèrent quelques dizaines d'euros, mais en fait, ça les intéresse quand même. Et on s'était dit, on aura du mal à les incentiver, et même si on y arrive, on aura un mal de chien à scaler ça. Par une, ouais. Voilà, mais je pense que tu connais ça aussi assez bien, et on a eu un mal de chien à les acquérir, mais c'est quelque chose qui marche bien aujourd'hui quand même. Ouais. Ouais, bon, on a eu les mêmes problèmes, je pense. Voilà. À l'inverse, si tu fais le bilan, c'est quoi ta plus grande fierté ? Ouais. Il y a plusieurs réponses. La plus grande fierté, mais ça c'est quand même vrai, c'est l'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a vraiment une équipe et aujourd'hui ce qui est vraiment beau, c'est de voir que on a réussi à transférer cette culture à l'équipe, et l'équipe aujourd'hui carbure hyper bien. Mais surtout, en fait, c'est de eux dont viennent les idées pour la croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus moi forcément en tant que fondateur qui dit tiens, on va tester ça. Je continue à le faire beaucoup, hein. Mais aujourd'hui, c'est l'équipe qui parfois amène des trouvailles de croissance et dit ah ouais, mais c'est incroyable ce que vous avez trouvé, et on scale et ça marche vachement bien. Donc c'est vraiment aujourd'hui l'équipe qui génère la croissance encore plus que moi-même aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même un truc super. 2, je pense qu'on a réussi à rendre le contrôle aux gens sur leur contrat. Je te l'ai dit, 3000 ans quasiment rendus aux Français, aux Espagnols, aux Italiens. C'est pas négligeable. C'est pour ça qu'on est rentré dans si on le regarde business. Où l'humanité était il y a 3000 ans, voilà. ça dit quand même pas mal de choses. Exactement, voilà, c'est 2700 ans très précisément. Donc c'est quasiment depuis une personne dont on a réussi à économiser la vie depuis la création de l'Empire romain. Voilà, donc ça, je trouve que c'est quand même c'est quelque chose sur lequel, à la fin, quand on crée une boîte, c'est pour avoir de l'impact. Et ça, c'est quelque chose dont je suis très fier. Voilà. Et puis le meilleur reste quand même à venir, donc il y a beaucoup de choses qu'on a réussi à faire, mais beaucoup de choses qu'on va continuer à faire, donc voilà. On est très fiers de l'équipe et très fiers du temps qu'on a réussi à rendre aux gens. Et du coup, si tu dois parler à un jeune, tu vois, qui finit ses études, qui veut commencer à bosser dans l'immobilier, je sais qu'il y a plein de métiers et que ma question elle peut avoir plein de sens différents, mais c'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner ? Ouais. Alors, l'immobilier, moi je connais pas trop mal l'immobilier parce qu'effectivement, on a plus de 10 000 partenaires dans l'immobilier. Mais je pense que j'en connais qu'une toute petite fraction. Moi, je connais que via un peu ma lucarne. Mais quand je discute avec les gens dans l'immobilier, en fait, je me rends compte qu'il y a plein de métiers différents entre les asset managers, les agents immobiliers, les personnes qui font la gestion locative, les déménageurs, les promoteurs. En fait, c'est un marché qui est gigantesque et ça n'a pas l'air forcément très sexy. Ça fait un peu vieux marché. Mais c'est un marché qui brasse énormément d'activités et qui est hyper intéressant. Donc, je pense que je ne connais pas suffisamment pour pouvoir dire où elle est, mais en fait, je pense
comprendre à quel point je ne connais pas pour pouvoir dire aux gens qu'il y a plein de choses intéressantes à aller soit faire, parce que faire le métier est bien, soit révolutionner, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire évoluer. Et ensuite, le conseil, ça c'est un conseil que je donne, pas juste pour l'immobilier, mais si vous voulez vous lancer dans quelque chose, il faut tester. C'est le Lean Startup. Je dis à tous les entrepreneurs qui me demandent des conseils, j'ai pas forcément le temps de tout se répondre, mais à la fois, je leur dis tout ce que je t'ai dit, c'est très bien, mais s'il y a une seule chose que tu dois retenir, c'est achète le bouquin The Lean Startup, lis-le et applique-le. Lis-le, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est quand même assez dur. Le concept du Lean Startup, c'est de se dire que voilà, il faut lancer un produit le plus rapidement possible, tester à faible coût et itérer très rapidement. Le principe est simple, donc les gens se disent en fait c'est bon, je connais, je vais appliquer. Mais en fait, c'est quand même assez difficile quand on se lance, on veut faire un beau produit, le montrer à ses potes, avoir envie de faire un produit avec une croissance virale, et donc on se dit qu'il faut un super produit. Donc, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas Steve Jobs et que on a beau être peut-être travailler beaucoup, penser qu'on est smart, etc. En fait, voilà, le produit qu'on construit, c'est pas le bon. Et donc, en fait, il faut vraiment le mettre dans les mains de l'utilisateur. Et c'est l'utilisateur qui sait où est le bon produit, même si c'est inconscient. Exactement. Puis il va vite te dire qu'en fait, il n'en veut pas de ton produit. Et donc, tu vas vite comprendre qu'il faut faire autre chose. Mais au moins, tu n'auras pas perdu un an. Donc, il faut vraiment lire le bouquin. Parce qu'en fait, c'est dur, on n'a pas envie de le faire. En fait, c'est agréable quand on crée la boîte, les 2-3 premières semaines. Alors, parfois, certaines personnes, c'est 2-3 ans. On fait sa carte de visite, on fait son site web, on fait ses prêts. Aujourd'hui, on pitch des investisseurs pour faire un précide, ce genre de truc, avant même d'avoir du business. Voilà. Et donc, en fait, c'est un peu exaltant parce qu'en fait, on se dit qu'on va faire un super produit, mais en fait, on n'a pas une boucle de rétroaction qui nous dit qu'en fait, ce qu'on fait, c'est nul. Et donc voilà, donc on se laisse un peu porter. Donc, il faut vraiment tester, il faut lire le bouquin, il faut accepter de se prendre des feedbacks un petit peu corrosifs. Faut pas tous les prendre en compte. Moi, j'avais mon premier conseiller BPI, quand je lui ai montré ce que je faisais, il a pris mon deck, il l'a littéralement soulevé, il a l'air retomber sur le bureau. Il m'a dit, mais vous avez fait Polytechnique, pourquoi vous faites ça ? Et ensuite, il a passé 20 minutes à m'expliquer à quel point mon idée était nulle. Bon, bref, il est toujours là-bas, donc je ne citerai pas son nom. Mais voilà, donc faut être prêt à prendre du recul et pas, même si les clients vous font des feedbacks qui sont négatifs, voilà, faut solve your own, faut continuer. Mais voilà, mais c'est quand même important de leur parler et d'itérer hyper rapidement parce qu'il y a beaucoup de gens moi je vois beaucoup de boîtes, même des boîtes qui sont 100 ou 50, qui sont hyper lentes. Lancer un nouveau produit, ça prend 1000 ans, alors qu'en fait, il suffit de prendre un Google Doc, un Zapier, un Bubble, et en une demi-journée, on fait une petite plateforme, on la propose aux gens, ou parfois on fait rien, on va juste parler aux gens et on y va quand même. Voilà. Ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner aux gens. Enfin, perdez pas un an à itérer sur l'idée un peu que vous avez chérie, que vous avez eue dans votre coin. Faites-le, faites un site en no-code, ça prend une journée. Ensuite, allez parler aux clients, ça prend une journée. En 2 jours, vous saurez si votre site... Et prenez ou pas les premiers euros de chiffre d'affaires pour savoir si vous pouvez continuer, quoi. Ouais, d'ailleurs, prenez-les, d'ailleurs, je pense que c'est important. Je pense qu'on a un peu passé la vague 2021-2022 avec un nombre de startups qui ont levé des sommes astronomiques sur des business assez peu rentables, avec peu de... Voilà. Et en plus, je pense que ça a fait beaucoup de mal à l'écosystème parce qu'en fait, moi, je voyais même dans ma boîte, il y a beaucoup de gens qui voyaient les levées, qui voyaient comment les boîtes faisaient et qui me disaient, mais pourquoi sur ce produit-là, on ne fait pas comme telle boîte, on n'accepte pas de dépenser hyper cher, etc. Et voilà, moi je leur disais, je comprends pas comment ces boîtes font, je pense qu'elles vont finir par se prendre une tôle un jour. Elles s'en sont pris une. Donc c'est plutôt sain aussi que on revienne sur des levées qui soient liées au business et qui ne soient pas juste liées à une vision, mais qui sera pas réaliste. Mais ça se passe même à l'école, parce que nous, à l'école, on nous disait qu'une startup, c'était une boîte qui avait 3 caractéristiques, l'innovation, la volonté de croître rapidement et un modèle économique incertain. Ouais. Mais alors, à partir du moment où tu te dis que tu acceptes d'avoir un modèle économique incertain, tu prends quand même beaucoup trop de risques par rapport au fait d'aller vérifier tout de suite que les gens sont prêts à payer et que, au moins unitairement, tu gagnes de l'argent sur chaque vente. Donc, je me dis que si un jour on me demandait de retourner à l'école, j'irais leur dire, les gars, les 2 premiers, c'est bien, mais le 3e, il vaut mieux avoir... Après... nous, typiquement sur les agences IMO, au début, on le faisait. Et les économiques, c'était pas forcément très bon. On a mis beaucoup de temps avant que ça marche. C'est-à-dire qu'au début, ça nous coûtait beaucoup trop cher entre ce qu'on leur donnait, les coûts d'opération qu'on avait pour traiter les clients. Et ensuite, aujourd'hui, on a 200 personnes, des inside sales, des key account managers et des personnes qui font des partenariats stratégiques. Donc aujourd'hui, on a mis longtemps avant que ce truc-là génère un peu d'argent. Mais au moins, on avait créé un business où on avait... des cash flows qui pouvaient financer ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si on n'est jamais capable d'avoir des business lines qui sont un peu cash flow positives, il faut se poser des questions, je pense. Voilà.
Après, bon, tous les business s'y prêtent pas. Il y a certains business qui sont très compliqués avec des produits très complexes, du hardware et tout. Donc là, ça ne s'applique pas, mais c'est plus risqué. Mais quand on peut, pour un business classique, je pense, un business de SaaS classique ou un business de consumer, voilà, il faut montrer des bonnes unit economics. J'aime bien finir ce podcast par une question un peu plus sur l'actualité. Qu'est-ce que globalement l'état du marché, soit de la transac, soit de la location, t'inspire actuellement, et puis qu'est-ce que tu espères ou qu'est-ce que tu imagines pour les mois qui viennent? Ouais. Alors, donc, bon, je pense que tout le monde te raconte un peu la même chose là-dessus, mais en gros, le marché. Je précise qu'on enregistre début octobre 2024. Voilà, donc en octobre 2024, bon, enfin, le constat en regardant dans le rétroviseur, il est clair, c'est-à-dire que post-hausse des taux, il y a eu un effondrement, enfin, le nombre de transactions a été divisé par 2, concrètement, à la fois dans l'ancien et dans le nouveau. Ça a l'air d'être très lié au taux, c'est un petit peu lié aussi, je pense, à toute cette histoire de TPE, etc., avec des passoires thermiques qui ne sont plus mises en location et qu'il faut rénover. C'est plutôt positif, je pense, quand même, à long terme. En ce moment, les taux sont en train de baisser, donc on s'attend à ce que la transaction reprenne. Je pense que la transaction, on a été un petit peu impacté quand même sur la location. Je pense que toi aussi, tu as dû l'être. On voit quand même qu'il y a un petit peu moins de location. C'est pas aussi dramatique que sur la transac, il n'y a pas 2 fois moins de location. Voilà, donc je m'attends aussi à ce qu'avec la reprise un petit peu de la transaction, la location se fasse, parce que c'est un peu les chaises musicales. C'est quand il y a quelqu'un qui quitte un logement pour aller dans un autre, il y a un nouveau locataire qui peut arriver. Cette chaîne musicale, elle est un petit peu congelée actuellement, elle est très ralentie. Voilà. Mais après, je pense aussi que potentiellement, ça dépendra aussi des pouvoirs publics. Est-ce qu'on continue à réguler, encadrer les loyers, etc., qui sont des mesures qui partent d'un très bon sentiment, mais qui, je pense, in fine, ont des impacts très néfastes. Nous, on le voit en Espagne, ils ont passé des mesures de protection des locataires. Le nombre de locations s'est effondré. C'est-à-dire que les loyers ont augmenté et le nombre de locations s'est effondré parce qu'il y a eu une loi pour protéger les locataires. Donc, bon, il ne faut pas forcément déréguler à tout va, mais je pense qu'il faut faire attention aussi à la manière dont les gens légifèrent, parce que les pouvoirs politiques, pour répondre à tel ou tel mécontentement, vont pouvoir prendre des mesures qui parfois ont l'impact complètement contraire à ce qu'ils étaient censés faire. Et aujourd'hui, je pense que... Et c'est même pas que c'est neutre, c'est que ça produit l'effet inverse, quoi. Ouais, exactement. C'est quand même très problématique que pour protéger les locataires, on arrive à faire augmenter les loyers et à diviser par 2 le nombre de biens en location. Enfin, c'est quand même très problématique. Le plus. Ouais. Ça, c'est en Espagne. Est-ce qu'à votre taille d'entreprise, vous êtes sollicité parfois par les pouvoirs publics pour donner votre avis ou... Non, pas vraiment. On a été sollicité, parce que nous on travaille beaucoup dans la box internet, l'assurance et l'énergie. Pendant la crise de l'énergie, l'État a arrosé d'aide les consommateurs, les entreprises, les fournisseurs, etc. Nous, c'était très difficile parce qu'on est un business de flux, c'est-à-dire qu'on apporte des nouveaux contrats aux fournisseurs. Donc, brutalement, en quelques jours, on a eu moins 60% de chiffre d'affaires avec des coûts strictement identiques. Donc, c'était extrêmement dur. Donc, la commission de régulation de l'énergie s'est entretenue avec nous, mais in fine, rien n'a été fait. Donc, on commence un petit peu à parler avec des pouvoirs publics, mais ça ne nous sert pas beaucoup pour l'instant. Oui, puis bon, le mieux c'est toujours de faire plutôt que d'attendre que les autres ou les pouvoirs publics fassent pour nous. Exactement, je pense qu'on n'est pas assez gros pour avoir ce type d'influence. Ok, merci beaucoup Philippe. On arrive à la fin de ce podcast. J'espère que vous avez tous apprécié l'échange avec Philippe autant que moi. Je vous rappelle qu'Imo Stories est publié sur toutes les plateformes de diffusion, mais aussi sur garantie.fr dans la section podcast. Je remercie encore une fois l'ESPI qui nous aide à produire ce podcast. Sans eux, il ne pourrait pas exister. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci à toi.